Bonjour chers apprenants de Londo Academy, je m'appelle M. Nyan. J'ai le plaisir de travailler avec vous un peu pour ce qui est des sciences de la vie et de la terre. Travail qui va concerner principalement le programme de la classe de TS2, dont nous aurons tout à l'heure le privilège de voir ensemble un peu la première partie, à savoir l'étude du système nerveux cérébro-spinal, particulièrement un peu son organisation. Comme vous le devinez, vous verrez donc que nous en sommes au thème numéro 1, intitulé Organisation du système nerveux cérébro-spinal des mammifères. Dans cette partie-là, il y a une première leçon qui va être consacrée à l'organisation de l'encéphale de mammifères. Dans l'étude de l'organisation de l'encéphale, nous reviendrons sur une présentation globale de ce système nerveux cérébro-spinal, avant qu'une autre séquence nous permette de revenir sur l'organisation de l'encéphale, notamment en vue externe et en vue interne. Mais pour le moment, revenons-en à l'organisation du système nerveux cérébro-spinal dans son ensemble. Ce système nerveux, donc, comme vous le voyez ici, est composé essentiellement de deux grandes parties. Il y a globalement ce qu'on appelle le système nerveux central, correspondant au centre nerveux qui va être composé de l'encéphale, c'est-à-dire de tous les éléments nerveux que vous avez dans la boîte crânienne, mais aussi de la moelle épinière que l'on trouve le long de la colonne vertébrale, et enfin tout un ensemble de nerfs. Le tout réuni forme ce qu'on appelle le système nerveux cérébro-spinal. Donc finalement, vous allez avoir deux grandes parties. Le système nerveux central composé de l'encéphale et de la moelle épinière et le système nerveux périphérique composé des nerfs dont les uns sont appelés nerfs crâniens parce que c'est des nerfs qui sont rattachés quelque part à l'encéphale, comme le nerf que vous avez ici qui est rattaché à l'œil, il est de l'autre côté relié à l'encéphale. Donc c'est un nerf crânien. Il y a un autre par exemple relié à l'oreille et qui va directement dans le cerveau quelque part, c'est aussi un nerf crânien. Tous ces nerfs-là sont appelés nerfs crâniens et ils sont au nombre de 12 paires, comme vous voyez un peu dans la leçon. Mais à côté de ces nerfs dits crâniens, rattachés quelque part à l'encéphale, il y a aussi 31 autres paires de nerfs qui sont rattachés quelque part à la moelle épinière. Et de ce fait, on les qualifie de nerfs rachidiens. Vous en avez ici donc, vous avez des paires de nerfs, voilà. Chaque paire de nerfs relié quelque part à la moelle épinière que nous avons ici représenté en rouge correspond à ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. L'adjectif rachidien donc renvoie à la moelle épinière. Vous en avez ici et au total, chez l'homme, on en compte 31 paires. Rattachées donc à la moelle épinière que vous avez ici en rouge, épinière. Moelle épinière. Maintenant, à côté de cette moelle épinière, vous allez avoir aussi tous les éléments nerveux logés dans la boîte crânienne qui, à son tour aussi, ces éléments nerveux peuvent être scindés en trois parties. Il y a la partie la plus développée, en tout cas chez l'homme, que l'on appelle ici le cerveau. Après le cerveau vient une autre subdivision appelée cervelet. Et enfin, en bleu ici, vous avez ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Donc finalement, par encéphale, il faut entendre le cerveau plus le cervelet plus le bulbe rachidien. Tous ces trois, si vous faites bien attention, vous verrez qu'ils sont logés dans la boîte crânienne et c'est cela que recoupe le vocable encéphale. Donc, si je me résume un peu à ce niveau-là, nous allons dire donc que le système nerveux cérébro-spinal est composé de deux grandes parties. Il y a les centres nerveux que sont l'encéphale et la moelle épinière. Les deux réunis forment ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc dans la documentation, quand vous entendez parler de système nerveux central, ce ne sont rien d'autre que des centres nerveux et globalement, ils sont représentés par l'encéphale et la moelle épinière. À côté de ce système nerveux dit central, il y a aussi ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Et là, essentiellement, ce sont des nerfs, filaments nerveux reliés à ces centres-là. Tous ceux parmi ces nerfs-là qui sont rattachés quelque part à l'encéphale, on va les appeler les nerfs crâniens. Des nerfs crâniens. Le nerf optique, par exemple, relié à l'œil, que j'ai pris ici en exemple, en fait partie. Il y en a d'autres.
à la langue, le nerf lingal à l'oreille, le nerf auditif. Tous ces nerfs-là sont des nerfs considérés comme crâniens. À côté de quoi maintenant vous allez avoir 31 autres paires qualifiées de nerfs rachidiens qui sont reliés maintenant à la moelle épinière. Donc voilà globalement ce que nous pouvons retenir comme étant la composition du système nerveux cérébro-spinal. Toujours dans le cadre donc de l'étude de l'organisation du système nerveux cérébro-spinal, nous allons nous consacrer un peu à l'organisation de l'encéphale. Et dans l'étude de l'organisation de l'encéphale, il est possible de le faire en nous limitant exactement à sa vue externe. Donc on reste tout simplement à l'étude de l'organisation de l'encéphale vue de l'extérieur. Mais on peut bel et bien aussi étudier l'organisation de l'encéphale en essayant de voir comment c'est organisé à l'intérieur. Pour cela, nous allons devoir faire une coupe. Mais dans cette partie-là, nous nous intéressons à ce que nous voyons de l'encéphale quand nous sommes à l'extérieur, donc dans une vue externe. Maintenant, si vous imaginez que vous avez ici un encéphale, alors vous pouvez le regarder de l'extérieur, mais tout en restant, disons, du côté dorsal. On dira que vous avez une vue externe et dorsale, comme ici. Mais si je retourne l'encéphale et je le regarde de l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle une vue ventrale. C'est exactement ce que nous essayons d'illustrer avec ces deux schémas-là. Donc là, nous sommes dans l'étude de l'encéphale, mais en vue externe et face dorsale. Et tout à l'heure, nous allons aussi voir l'organisation de ce même encéphale, mais en vue ventrale. Si nous sommes dans cette vue externe et face dorsale, vous verrez donc que tout à fait dans la partie supérieure, il y a deux sortes d'excroissance appelées lobes olfactifs. Vous les avez ici. On les appelle les lobes olfactifs. En réalité, ce sont les extrémités des deux nerfs olfactifs qui débordent et qui sont visibles du côté externe. On les voit ici. Après les deux lobes, vous allez voir les deux masses que vous avez ici, représentant ce qu'on appelle un peu les hémisphères cérébraux. Donc c'est en quelque sorte la partie du cerveau. Ces deux subdivisions du cerveau, on les appelle les hémisphères cérébraux. Vous les avez ici. Le cerveau est subdivisé en deux masses et chaque masse est un hémisphère cérébral. Séparé maintenant par une dépression ou sillon que l'on appelle un sillon, on l'appelle sillon interhémisphérique. Donc cette sorte de dépression qui sépare les deux masses constitutives de ce qu'on appelle le cerveau. Maintenant, à sa base, les hémisphères cérébraux sont suivis par l'organe que vous avez ici, en gros, correspondant à ce qu'on appelle le cervelet. Du côté antérieur vers le côté postérieur, dans une vue externe et dorsale, on voit d'abord les lobes olfactifs, suivis des deux masses représentant les hémisphères cérébraux. Après les hémisphères cérébraux, on tombe sur ce qu'on appelle le cervelet, qui à son tour aussi est subdivisé en trois lobes. Vous avez deux lobes externes, plus un lobe au centre. Le lobe au centre est d'ailleurs appelé vermis médian. Donc dans ce cervelet, vous avez deux lobes latéraux, plus un lobe central appelé vermis médian. Et à la suite du cervelet, donc, vous allez aussi avoir un troisième élément correspondant à ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Bulbe rachidien. Donc, de la partie antérieure à la partie postérieure, la vue externe dorsale d'un encéphale de mouton nous montre les deux lobes olfactifs, comme je le rappelais tout à l'heure, qui ne sont rien d'autre que les extrémités de deux nerfs olfactifs. Vous allez voir les deux masses constituant ce qu'on appelle les hémisphères cérébraux, donc le cerveau, séparés par une dépression ou un sillon dit sillon interhémisphérique. Après le cerveau, vous allez avoir le cervelet. Lui aussi, il est subdivisé en trois lobes, dont deux lobes latéraux. On les appelle aussi les hémisphères cérébelleux. Au milieu, maintenant, vous allez avoir un peu un lobe médian appelé vermis médian. Et après maintenant le cervelet, vous allez avoir le bulbe rachidien. Et après le bulbe rachidien, évidemment, vous allez tomber sur la moelle épinière. Voilà donc comment c'est organisé. Reste à signaler donc qu'au niveau du cerveau, donc, chaque hémisphère cérébral est subdivisé par de petites dépressions ou sillons. On les appelle les sillons hémisphériques. Sillon hémisphérique. Et ces sillons ou dépressions hémisphériques séparent à chaque fois un espace appelé, cette fois-ci, l'espace qu'il y a entre deux sillons hémisphériques successifs
C'est cela qu'on appelle les circonvolutions cérébrales. Donc, circonvolution, comme ici, circonvolution cérébrale. Pour ne pas dire donc que le cerveau, en réalité, n'a pas une surface lisse, mais elle présente une succession de petites subdivisions. Et chaque petite subdivision représente une circonvolution cérébrale et elle est limitée par 2 sillons hémisphériques suivants. Donc, vous allez voir là où vous avez les points. En réalité, c'est là où on peut parler de circonvolution cérébrale et les traits ici symbolisent tout simplement les sillons hémisphériques. Voilà donc pour ce qui est vraiment de l'organisation d'un encéphale de mouton en vue externe et sur sa face dorsale. On en est donc ici, cette fois-ci, à l'étude de l'organisation toujours de l'encéphale, mais dans une vue externe, mais cette fois-ci en face ventrale. Alors, dans une face ventrale, donc nous voyons des éléments qui sont complètement visibles, mais qui étaient invisibles dans la face externe, mais dorsale. Alors, vous allez voir donc ici en rouge, ce qu'on appelle globalement les 2 nerfs olfactifs. Nerfs olfactifs. Et ce sont les 2 nerfs dont nous parlions tout à l'heure, qui avaient cette sorte d'excroissance qui était visible dans une vue dorsale. Donc en rouge, ici, vous avez ce qu'on appelle les nerfs olfactifs. À la base desquels vous allez avoir 2 nerfs optiques, évidemment. Ça, c'est l'un des nerfs optiques et l'autre nerf optique, comme ça. Et vous allez voir les 2 nerfs optiques ici présentent un croisement, une zone de croisement. Et cette zone de croisement, d'ailleurs, est appelée chiasma optique. Alors, donc, vous voyez ici les sections des 2 nerfs. Et là où ils se croisent, on les appelle les nerfs, disons, on parle de chiasma optique. À la base des 2 nerfs optiques qui se croisent quelque part, vous allez voir ici en bleu ce qu'on appellera l'hypothalamus. Maintenant, l'hypothalamus présente une zone centrale. Là, vous avez un peu le noir là, et ça représente une sorte de cicatrice. C'était l'emplacement précis de l'organe que l'on appelle l'hypophyse, cette glande que l'on appelle l'hypophyse. En bleu donc, vous allez avoir tout cet espace-là qui représentera l'hypothalamus. Au milieu de cet espace, vous allez avoir la cicatrice qui montre l'emplacement de l'hypophyse. Mais avec la coupe, la section, l'hypophyse a dû être arrachée, mais au moins on vous montre ici en noir son emplacement dans la structure. Maintenant, après l'hypothalamus, vous allez avoir 2 masses plus ou moins allongés, correspondant à ce qu'on appelle les pédoncules cérébraux. Après les pédoncules cérébraux, vous allez avoir une masse plus ou moins transversale ici, avec ces grisés un peu comme ça. Cette masse-là, on l'appelle le pont de Varol. Pont de Varol. Et après le pont de Varol, maintenant, vous avez toujours en bleu ici les 2 masses reconnaissables, correspondant à ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Sur un plan externe, à hauteur du pont de Varol et du bulbe rachidien, vous allez avoir les 2 lobes latéraux dont nous parlions tout à l'heure et qui faisaient partie du cervelet. Et en noir ici, donc vous avez les 2 lobes, en tout cas dont une partie est visible ici, représentant ce qu'on appelle les lobes latéraux du cervelet. Donc, lobe latéral du cervelet. Latéral du cervelet. Donc visible du côté gauche comme du côté droit. Et enfin, vous avez ici, après le bulbe rachidien, vous allez voir ici en noir ce qu'on appellera tout simplement la moelle épinière. Donc, si nous résumons un peu, de la partie antérieure à la partie postérieure, sur une face ventrale d'encéphale de mouton, vous allez voir, en vue externe bien sûr, les 2 lobes olfactifs, qui ne sont rien d'autre que les prolongements des nerfs olfactifs, ici représentés en rouge. À la base de ces 2 nerfs olfactifs, vous allez avoir 2 autres nerfs crâniens représentant ce qu'on appelle les nerfs optiques, dont un croisement représente ce qu'on appelle le chiasma optique. Après les nerfs optiques, vous allez tomber sur un espace représentant ce qu'on appelle l'hypothalamus, au milieu duquel hypothalamus, vous allez avoir la cicatrice représentant l'emplacement exact de l'hypophyse. Après l'hypothalamus, vous allez avoir 2 masses plus ou moins allongées, représentant les pédoncules cérébraux. Et après les pédoncules cérébraux, vous allez avoir une masse transversale ici appelée pont de Varol. Il y en a aussi dans certains documents, il parle de protubérance annulaire. C'est la même chose, c'est des synonymes. Après maintenant, le pont de Varol ou protubérance annulaire, vous allez avoir un peu le bulbe rachidien. Et après le bulbe rachidien, vous allez avoir ce qu'on appelle la moelle épinière. À noter donc que dans cette partie,
si vous réunissez pédoncule cérébral, pont de Varol et bulbe rachidien, dans certains documents, ils le considèrent comme étant ce qu'on appelle le tronc cérébral. Donc, quand vous entendez parler de tronc cérébral, il faut avoir à l'esprit que ça représente l'association de ces trois éléments, les deux pédoncules cérébraux, le pont de Varol ou protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Les trois réunis forment ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et maintenant, de chaque côté, vous allez avoir les deux masses du cerveau appelées hémisphère cérébral avec leur circonvolution ici. Donc là, vous allez avoir hémisphère cérébral gauche, et là, vous avez l'hémisphère cérébral du côté droit. Donc une partie est visible, mais tout à fait au milieu, vous avez la succession de ces différents éléments et tout ceci représente donc les éléments constitutifs démontrant l'organisation de l'encéphale dans une vue externe et en face ventrale. Et sur ce, nous vous remercions. Une deuxième séquence nous permettra de revenir sur son organisation maintenant vue de l'intérieur. Comme nous l'avons vu un peu dans notre séquence précédente, nous allons nous intéresser cette fois-ci toujours dans l'étude de l'encéphale, mais du point de vue de son organisation. Comme vous le savez, on peut s'intéresser à l'organisation d'un organe en se limitant dans une vue externe, mais pour mieux voir un peu comment aussi l'organe est constitué, on peut réaliser ce qu'on appelle une coupe et à partir de la coupe maintenant voir comment de l'intérieur l'organe est organisé. C'est ainsi que nous allons nous intéresser à cette coupe de l'encéphale, mais bien sûr une coupe longitudinale, c'est-à-dire une coupe effectuée le long de l'organe. On le coupe donc dans sa longueur en quelque sorte. Alors, si on le fait, donc, vous allez avoir une partie antérieure et là, vous allez avoir la partie postérieure de l'organe. La partie antérieure est reconnaissable avec le lobe olfactif et donc ici le nerf olfactif que vous avez ici en bas. Évidemment, cette masse-là, on le connaît comme étant l'hémisphère cérébral, donc c'est ça la partie cérébrale. En particulier, ce qu'on peut appeler la substance grise. Ici, elle représente ce qu'on appelle la substance grise du cerveau, donc cérébral. La coupe est en fait le long du sillon interhémisphérique. Donc, vous allez voir que en haut, là où vous avez les pointillés, ça représente la substance grise de la moelle épinière et ce n'est rien d'autre que la partie cérébrale, donc du cerveau en quelque sorte. Maintenant, lorsqu'on va vers l'intérieur, donc quand on part de l'extérieur vers l'intérieur de la coupe, nous allons voir un ensemble d'éléments que nous avons choisi de représenter avec des grisets un peu comme ça, plus ou moins sous forme de tirets. Toutes ces parties, vous pouvez retenir qu'elles constituent ce qu'on appelle, ces parties-là, qu'elles constituent ce qu'on appelle un peu les ponts de substances blanches. Finalement, en termes d'organisation, l'encéphale, vu de l'intérieur, comportera deux types de substances. Il y a d'une part, de l'extérieur, ce qu'on appelle globalement la substance grise, et vers l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la substance blanche. Maintenant, cette substance blanche, elle est composée donc de plusieurs éléments, mais elle a aussi la particularité d'être parcourue de la partie antérieure de l'encéphale à la partie postérieure de l'encéphale par une succession de cavités, pour ne pas dire de lumière. Dans ce document, ils vont parler de lumière. Lumière égale cavité. Hein? Une succession de lumière ou de cavités. Et ici, vous allez avoir la première cavité ici, c'est ce qu'on appelle le ventricule latéral. Mais puisque nous sommes dans une coupe longitudinale, ça représente la moitié donc de l'encéphale. Sur l'autre moitié aussi, vous allez avoir un autre ventricule latéral. Donc, la première lumière, en partant de la partie antérieure de l'encéphale vers la partie postérieure, la première cavité que vous allez avoir ici représente ce qu'on appelle le ventricule latéral. Il est séparé, il est limité, on va dire, du côté externe par un pont de substance blanche constituant ce qu'on appelle ici le corps calleux. Le corps calleux est suivi d'un autre pont de substance blanche ici, cette fois-ci qu'on va appeler un autre deuxième pont de substance blanche, limite dans la partie inférieure le ventricule latéral et il va être appelé le trigone. C'est ça qu'on appelle le trigone. Donc trigone et corps calleux sont les deux ponts de substance blanche qui délimitent une première cavité encéphalique appelée ventricule latéral. Maintenant, chaque ventricule latéral a son propre volume
et les deux ventricules latéraux ne communiquent pas. Dans la mesure où entre les deux, vous allez avoir ce que nous essayons de représenter ici par ces tirs-là, représentant ce qu'on appelle des cloisons transparentes. C'est une sorte de cloison transparente. Cloison transparente. C'est une cloison donc qui sépare les deux cavités. Donc vous allez avoir deux ventricules latéraux et les deux ventricules latéraux ne communiquent pas et ils sont séparés, ces ventricules-là, par ce qu'on appelle la cloison transparente de ce côté. Et en bas d'ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle le corps cilié. Hein, corps cilié. Corps. Et voilà pourquoi on va dire que les deux cavités ne communiquent pas. Et à la suite du ventricule latéral, donc, vient une autre lumière, une autre cavité. Et cette autre cavité-là n'est rien d'autre que ce qu'on appellera le troisième ventricule. Je rappelle que ici, ventricule a le sens de lumière, a le sens de cavité. La première lumière, la première cavité ou le premier ventricule est appelé ventricule latéral, suivi par une autre cavité plus ou moins circulaire ici, appelée troisième ventricule. Maintenant, les ventricules latéraux de chaque côté et le troisième ventricule communiquent par un trou que j'ai essayé de symboliser ici en rouge. Et ça s'appelle le trou de Monro, qu'on appelle le trou de Monro. Voyez bien. Donc, je répète ici, vous allez avoir une succession de ponts de substance blanche traversés par une série de cavités, dont la première est appelée ventricule latéral, entre le corps calleux et le trigone. Cette cavité appelée ventricule latéral est suivie par une cavité plus ou moins circulaire, considérée comme étant le troisième ventricule. Maintenant, chaque ventricule latéral communique avec le troisième ventricule par l'intermédiaire d'un trou appelé trou de Monro. Après le troisième ventricule, maintenant, ça progresse, on est toujours dans la même cavité. Vous voyez bien, comme nous disions, les cavités sont liées les unes les autres, communiquent entre elles donc. Ici, vous allez avoir un autre pont de substance blanche appelé l'épiphyse. Donc là, vous avez épiphyse, à ne pas confondre avec hypophyse. Épiphyse, et puis en haut, dans la partie supérieure, alors que l'hypophyse, c'est un peu dans la partie inférieure, vous l'avez ici. Hypophyse, cette fois-ci. Hypophyse. Vous voyez bien. Avant l'hypophyse, vous avez ici cette sorte de masse-là, on l'appelle la substance grise. Hein? Substance grise, hein? Il y en a qui parlent de commissure grise aussi. Commissure grise plutôt. Commissure grise. Et maintenant, après l'hypophyse, on sait que l'hypophyse pousse littéralement au centre de l'hypothalamus. Donc là, vous allez avoir l'hypothalamus. Évidemment, après l'hypothalamus, vous allez avoir ici l'hypophyse. Et là, vous allez avoir le tronc cérébral qui démarre. Et là, vous allez avoir les pédoncules cérébraux. Pédoncules cérébraux. On les a vus dans la vue externe. Hein? Cérébraux. Pédoncule cérébral. Après le pédoncule cérébral, en bas, vous allez avoir ici cette sorte de bourrelet qui était transversal là-bas. Et ce n'est rien d'autre que le pont de Varol. Après le pont de Varol ici, vous allez avoir une sorte de masse ici aussi, qui n'est rien d'autre que le bulbe rachidien. Or, on sait que le bulbe rachidien, il donne directement sur la moelle épinière que vous allez ici avoir. Là, ça va représenter la moelle épinière. Évidemment, si nous retournons au niveau des cavités, donc là, vous avez le ventricule latéral, là, le troisième ventricule. À cette hauteur-là, ici, en bas de l'épiphyse, donc, dans cette partie-là, on va parler de aqueduc de Sylvius. Aqueduc de Sylvius, voilà. On va le noter ici. Aqueduc de Sylvius. Aqueduc de Sylvius. Donc là, la cavité encéphalique ici, ou le ventricule, la lumière, est appelée aqueduc de Sylvius. Quand vous progressez vers la partie postérieure, à hauteur du cervelet que vous avez là, évidemment, ça c'est le cervelet. Hein? À hauteur du cervelet, la cavité correspondante est appelée quatrième ventricule. Donc là, on va parler de quatrième ventricule. Et après le quatrième ventricule, la lumière continue toujours
et débouche ici par ce qu'on appellera le trou de Magendie. Magendie, évidemment, trou qui va communiquer avec les méninges qui couvrent l'ensemble de l'encéphale et de la moelle épinière. Par contre, l'autre cavité qui continue comme ça et traverse la moelle épinière, on l'appellera, ça va donner sur ce qu'on appelle le canal de l'épendyle. Canal de l'épendyle. Donc, qui est ce canal-là qui longe plutôt la moelle épinière. Donc, si je résume un peu, nous voyons donc une coupe longitudinale d'encéphale de mammifère, comme le mouton nous montre. Dans sa partie externe, une substance grise et dans sa partie interne, une substance blanche. Mais la substance blanche a la particularité d'être traversée par une succession de cavités. De la partie antérieure de l'encéphale vers la partie postérieure, la première cavité correspond à ce qu'on appellera un peu le ventricule latéral. Le ventricule latéral est limité par deux masses. La plus externe est appelée corps calleux, suivi d'un autre appelé trigone, et l'espace qui est entre les deux est appelé ventricule latéral. Évidemment, le ventricule latéral de chaque côté ne communique pas avec l'autre. Les deux donc ne communiquent pas à cause de la présence d'une cloison transparente et du corps cilié. Ensuite, le ventricule latéral est suivi d'une autre cavité plus ou moins circulaire appelée troisième ventricule. Et maintenant, le troisième ventricule communique avec le ventricule latéral par l'intermédiaire d'un trou appelé trou de Monro, ici représenté en rouge, bien en tiré, mais en rouge. Après le troisième ventricule, on tombe sur l'aqueduc de Sylvius. Après l'aqueduc de Sylvius, on progresse à hauteur du cervelet. On tombe sur une autre cavité appelée cette fois-ci un peu le quatrième ventricule. Et après le quatrième ventricule, maintenant, le même canal encéphalique débouche sur deux options. Il y a d'une part en haut ce qu'on appellera le trou de Magendie, qui met en relation directement les cavités encéphaliques avec les méninges, et un autre canal appelé canal de l'épendyle qui relie un peu l'encéphale et la moelle épinière. Nous devons préciser quand même que cette succession de cavités permet de faire circuler le liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Donc, tout le monde sait que le système nerveux est parcouru par un liquide spécial appelé liquide céphalo-rachidien. Et ce liquide-là circule à travers l'encéphale, et c'est cette succession de canaux qui permet de le faire circuler des méninges à l'encéphale. Voilà donc en gros, évidemment, quand vous êtes au niveau du cerveau, nous voyons ce qu'on appelle l'arbre de vie. Vous voyez bien donc cette sorte de ramification que l'on trouve au centre du cervelet. Voilà donc en gros ce que nous pouvons dire pour présenter plus ou moins l'organisation de l'encéphale vue de l'intérieur. Et sur ce, nous vous remercions.